Bienvenue tout le monde à une autre émission d'Univers créatif. Et aujourd'hui, on va plonger dans le monde des sciences. Parce que, bien évidemment, les processus scientifiques font partie de la création et permettent souvent de trouver et d'améliorer les conditions de vie sur notre merveilleuse planète qui est la Terre. Alors aujourd'hui, je me retrouve au Cégep de Thetford pour aller visiter la finale locale de Expo Sciences, où il y a des participants et des participantes qui proviennent des écoles secondaires de la région, mais surtout du Cégep de Thetford. Alors, on aura la chance de rencontrer les organisatrices de cet événement, ainsi que plusieurs participants et participantes qui vont nous parler de leur projet. Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Moi, j'ai même mes lunettes de sécurité, juste au cas où ce soit un peu explosif. Allons faire un tour. Alors, dans notre tournée d'Expo Sciences 2023 au Cégep de Thetford, j'ai rencontré des étudiants en technologie minérale, oui, du Cégep de Thetford, étudiants en première année, qui ont monté un projet probablement sur quelque chose qui les passionne énormément et que je ne connais pas du tout. Alors, je vais m'adresser à eux pour en savoir un peu plus. Alors, Vincent Girard, toi, peux-tu me parler un peu de qu'est-ce que le CO2? Le CO2, c'est un gaz carbonique qui est produit naturellement par la respiration cellulaire, mais la production humaine, finalement, a des effets négatifs sur la Terre, finalement. Puis ça, on a des statistiques un peu comme ça. Dans le monde, 41 de la production humaine de CO2, ça vient de la production d'électricité. Puis ça, les conséquences, c'est quand même bien connu, c'est le réchauffement climatique. Puis ça, c'est pas vraiment bon pour la Terre. Ouais. Ça, on commence à le savoir, que c'est pas bon pour la Terre. Puis là, qu'est-ce qui fait que, prisonnier de la roche, Étienne, c'est quoi? C'est d'enfermer le CO2 en prison? Dans le fond, pour être plus précis, ça, c'est pour avoir un titre accrocheur. Mais en gros, c'est plus précisément de prendre du CO2 produit par les industries, par exemple minières ou autres. Comme on peut voir sur l'image ici, ils vont prendre du H2O mélangé à du CO2. Puis ces stations-là vont emprisonner ce gaz-là dans le sol, dans une roche qu'on appelle la roche ultramafique, qui est une roche capteur ayant une grande composition en calcium, en fer et en magnésium, excusez. Ça ressemble pas mal à ça ici, comme on peut voir, des roches poreuses qu'on peut mettre le CO2 à l'intérieur, l'emprisonner. Puis ça, au bout de 2 ans, on est capable de produire une roche à base de CO2 qui, normalement, en nature, va prendre plusieurs milliers d'années avant de se former quand même. Donc, c'est quand même impressionnant à savoir. Puis ça, est-ce que c'est un objectif? Là, je vais m'adresser à Raphaël, oui, qui est là. Raphaël, est-ce que l'objectif d'emprisonner le CO2 dans la roche, c'est-tu juste au Québec? C'est-tu juste dans le monde minier qu'on l'observe ou c'est vraiment... c'est une orientation planétaire? Je dirais que c'est planétaire. Ça a commencé en Islande. En fait, ils ont découvert ce processus-là, puis là, ils sont en train de l'appliquer. Au Québec, on est plus rendu encore à découvrir comment ça se passe, mieux comprendre le sujet. Il y a des étudiants, justement, en Colombie-Britannique qui se penchent sur ce sujet, puis sont en association avec la compagnie minière Art Creek Nickel. Puis, c'est un plus aussi pour les compagnies parce que eux, surtout en Colombie-Britannique, la taxe carbone est 23 $ donc la tonne. Donc, avec une production de 80 000 tonnes par jour, ça commence à coûter cher. Fait qu'en éliminant leurs émissions de CO2, mais bien sûr, ils réduisent leur coût de taxe. Puis, en même temps, ça donne un meilleur environnement pour la planète. Donc, c'est un incitatif un peu pour les grands industriels de dire on va investir dans cette recherche-là aussi pour diminuer notre coût de taxe carbone. Donc, si on réussit à l'emprisonner, au final, ta facture est moins chère. Donc, ça permet aussi d'investir de l'argent dans la recherche. Puis ma question à vous, étudiants en technologie minérale, donc là, c'est un sujet qui vous touche. Est-ce que vous avez envie de participer à ces recherches-là dans le futur? C'est sûr que c'est intéressant, je dirais. Tu sais, la pollution puis tout ça, c'est un sujet qui nous touche tous. Donc, tu sais, c'est un peu une bonne cause, je dirais. Tu sais, c'est un bon incitatif, comme vous avez mentionné, ouais. Fait que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que technologie minérale, en 2023, c'est pas juste d'exploiter une ressource pour en tirer du profit, c'est aussi trouver des solutions pour qu'on puisse le faire encore longtemps sans détruire trop notre planète. Tout à fait, c'est en plein ça. Bien, merci, messieurs. Bravo pour le beau travail. On va vous laisser avec la manne de visiteurs qui vont venir vous poser des questions aussi. Continuez, puis bon succès dans vos études. Merci beaucoup.
Je me retrouve maintenant devant un kiosque qui m'alarme un peu. Super volcan de Yellowstone. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être rassuré. Alors, je viens de rencontrer Victor, qui est un touriste scientifique, qui aussi partage la même inquiétude que moi. Exactement. Victor, qu'est-ce qui se passe avec le super volcan de Yellowstone? C'est super simple. Le volcan de Yellowstone est un volcan très gros qui s'apprête à exploser bientôt, comme on peut le voir ici. En plus, il a explosé récemment, il y a 1,3 million d'années. Alors, si tu fais des calculs rapidement, ça veut dire que dans moins d'un an, pouf, il va exploser. D'accord. Victor, je comprends que ta perception du temps est différente que ce qu'on comprend habituellement. Si ça te dérange pas, je vais aller valider l'information auprès d'Alexandre. Tiens, ça ne te dérange pas trop? Non, aucunement, je suis confiant de mes informations. OK, parfait. Alexandre, là, je viens d'entendre de la bouche même de Victor que je devrais paniquer. Est-ce que j'ai raison? Non, tu ne devrais pas paniquer. Pour deux raisons. Premièrement, on aurait déterminé récemment que les explosions varient entre 45 000 ans et 714 000 ans. On serait environ, parce que les chercheurs se sont posé la question à combien de temps on est d'une prochaine explosion. On est en varie de 5 000 à 45 000 ans de la dernière explosion qui se serait passée récemment. Donc, si je comprends bien, c'est pour ça que Victor panique un peu, parce qu'il compte moins bien le nombre d'années là, qui s'en viennent. Ce qui est oublié de préciser, c'est que, dans le fond, ce qu'il dit, c'est en année de chien. Fait qu'en réalité, ça vient plus à 2-3 ans. D'accord, je vais aller revalider l'information. Mais là, on parle du supervolcan de Yellowstone, dernière éruption. Admettons que je suis là dans 100 000 ans. Quel est l'impact au niveau de la planète d'une éruption ou d'une explosion de ce niveau-là? OK. Une explosion de tel niveau comme Yellowstone, ça envoie beaucoup de déchets dans l'atmosphère, couche d'ozone. Fait que c'est sûr que ça va avoir un impact environnemental sur la biodiversité, sûrement les cours d'eau. Comparaison, exemple, au mont Sainte-Hélène, qui est 1 million de fois moins puissant, qui a fait énormément de dommages lors de son éruption. Dernière question, puis je vais la poser là, à Tristan Hans. Qu'est-ce qui vous a intéressé sur ce choix, en fait, de sujet-là pour la présentation d'Expo Science? Honnêtement, notre prof, elle a montré un reportage sur Yellowstone. Puis j'avais juste trouvé les dimensions du volcan super impressionnantes, surtout la forme, le fait qu'il soit genre vraiment très violent. Puis aussi le fait que ça pourrait être dévastatrice, ça pourrait tout détruire en fait. Là. J'ai l'impression que tu viens de me décrire Victor, donc... mais... C'est totalement faux, parce qu'une éruption de ce genre-là pourrait détruire toute la planète. Ça, c'est sûr. Là. Mais est-ce que ça va arriver? Probablement pas. Est-ce que ça va arriver sur l'échelle de l'humanité telle qu'on la connaît? Peut-être pas, c'est ce que j'entends. Mais bravo pour la démonstration. On voit que ça attire même donc les touristes scientifiques. Merci beaucoup, Victor, de ta participation. Bravo, messieurs. Puis je vous souhaite une belle après-midi. Alors, je me retrouve en présence, j'ai le privilège, en fait, de rencontrer la première participante étudiante en éducation spécialisée, participante à Expo Science. Elle est aujourd'hui ici à la finale locale du Cégep de Thetford. Alyssa Mathieu, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Écoute, faut souligner ta présence parce que on pense à Expo Science, on pense aux explosions, aux faux volcans, à la nouvelle technologie, à l'espace, comme M. Rousseau l'a dit tantôt. Toi, tu es étudiante plus en sciences en sciences humaines ou... Sciences sociales, oui. En sciences sociales. Ouais. En sciences sociales, parfait. Alors, pour toi, c'est quoi le lien entre justement cette science-là qui est plus concrète ou la recherche, puis ton cours ou ta formation en éducation spécialisée? Bien, tu sais, on s'entend que la science, c'est pas juste la science appliquée ou la science avec, comme vous avez dit, avec des volcans et tout. C'est aussi le côté humain, parce qu'on s'entend que parmi la science appliquée, il y a tout le temps un côté humain, parce que veut pas, pour faire les sciences appliquées, ça prend des humains. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, mon but, c'était vraiment comme de faire connaître la science sociale au travers de l'Expo Science, parce que justement, c'est pas juste des sciences appliquées, là, comme je peux dire. Puis le choix donc la différence dans la ressemblance, je trouve ça le fun parce que ta présence détonne un peu des autres kiosques. D'où est partie ton idée ou ta prémisse pour ton projet? Bien, en fait, je savais pas quoi choisir parce que, tu sais, le métier d'un éducateur, c'est vraiment très vaste. Fait que je savais vraiment pas quoi choisir. Fait que je me suis dit, pourquoi pas tout choisir, en fait? Parce que, tu sais, un éducateur, c'est pas spécialisé dans rien. C'est vraiment juste spécialisé dans l'humain, en fait. Fait que je voulais vraiment comme toucher
à toutes les sphères de la profession. Fait que c'est vraiment pour ça que je me suis orientée vers la présentation du métier d'un éducateur. Ouais. Si tu avais un mot à t'adresser, en fait, à tous les autres étudiants et étudiantes, qui soient au secondaire ou au collégial, qui sont dans un autre domaine que les sciences appliquées, les sciences pures ou la technologie minérale, ça serait quoi? Parce que tu es un peu une pionnière là, dans cette expo-science-là. Un petit message là, pour tous les autres étudiants. Mais ça serait juste pour être de se lancer, parce que peu importe dans quel domaine on est, c'est sûr qu'il y a une partie de science, que ce soit de la science sociale, de la science appliquée, comme tu as dit tantôt, de la science dans le domaine minéral. C'est vraiment juste comme de se lancer, puis comme amusez-vous, tu sais, présente un peu ce que tu as envie de présenter, présente ton domaine, puis genre, let's go, là, tu sais, il n'y a pas de tabou, c'est vraiment juste amuse-toi, tout simplement. En tout cas, bravo pour ta présence, ta participation et ta présentation. Dernière question, Elissa, toi, donc, dans ta future carrière d'éducatrice spécialisée, est-ce que tu souhaites intégrer un volet de recherche ou de développement ou vraiment tu vas être directement, toi, dans le terrain, dans l'action? C'est sûr que je préfère plus être dans l'action, mais tu sais, présentement, je me dirige à l'université en travail social. Fait que je sais pas trop. C'est vraiment comme encore très ambigu pour moi, mais c'est sûr que j'aime ça, un peu toutes les avancées technologiques, tout ce qu'on peut faire justement avec la science, l'intégrer dans la vie de tous les jours, dans la vie de la population, en fait, selon leurs besoins. Fait que honnêtement, je ne saurais pas quoi répondre, mais c'est vers là que je m'enligne, là. C'est une très bonne réponse. Comme tu disais tantôt, l'humain, c'est tellement vaste, donc tu auras du choix en masse. Merci encore. Puis je te souhaite une belle fin de parcours collégial, une longue carrière. Puis encore bravo pour ton initiative d'être là cette année. Bonne journée. Alors, je viens de dénicher des jeunes cerveaux, en fait plus jeunes que ceux qu'on a déjà rencontrés. Donc, je suis avec Cédric, Justin et Raphaël, qui sont étudiants en secondaire 2. Hein? C'est ça, secondaire 2 à la polyvalente de Thetford. Justin, en fait, qu'est-ce qui vous amène là, à votre participation ici à Expo Science? Au début, on voulait juste essayer genre, de pouvoir faire du sirop d'érable tout au long de l'année. Genre été, hiver, printemps, puis l'automne. Pour savoir genre, si on pouvait vraiment se rapprocher le plus possible du sirop d'érable, du vrai sirop d'érable. Là. OK, d'où le sujet, là, donc, comment faire du sirop d'érable, entre guillemets. Là. Donc là, est-ce que vous avez peur que les producteurs de sirop veulent vous faire taire? Non, là, non, parce que les autres, les deux, ils ont des cabanes à sucre, puis non, là, c'est juste pour faire un test entre nous autres, pour participer, pour voir ce que ça faisait. Là. Puis donc, c'est un test. Toi, Cédric, est-ce que, selon toi, votre expérience permet de rendre ça efficace? Ben, pas comme on voulait au début. Ça nous donne plus comme du caramel, fait que... Ouais, mais c'est pas comme on voulait, fait que non, pour répondre à la question. Avez-vous eu le droit d'y goûter ou vos enseignants vous ont dit « touchez-y pas » ? On a eu le droit d'y goûter. C'est pas toxique. Puis dans ta famille, il y a une cabane à sucre. Donc, si tu comparais votre produit avec du vrai sirop d'érable, c'est-tu meilleur? Le sirop d'érable est beaucoup meilleur que l'autre en artificiel. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, l'avantage, parce que là, je comprends que ce qui était le fun, c'était d'essayer de produire du sirop d'érable toute l'année, même en plein milieu du mois de juin. Toi, Raphaël, ça serait quoi l'avantage pour toi d'avoir du sirop d'érable à l'année? Ben, dans le fond, le but, c'était pas de faire du sirop d'érable à l'année, mais quand on a déjà à l'année, tu t'en fais d'avance pendant l'automne. Mais là, c'est juste le plaisir d'en faire à l'année pour tout le temps. Avoir ta propre eau, puis pour le reste de l'année, pour justement en faire, vu que, tu sais, quand tu fais bouillir, tu as tout le temps un petit plaisir de ça, là. Parce que là, si je comprends bien, on va prendre le temps de regarder un peu votre projet, mais vous le faites aussi bouillir, là, votre sirop d'érable. Ouais, vu qu'on était à l'école, il n'y a pas de four, rien. Parce que chez nous, quand je faisais mes tests, je prenais un rond de four puis je faisais bouillir, mais à l'école, on prenait une plaque chauffante avec le bécher puis on faisait bouillir l'eau. Puis, quelle quantité vous avez réussi à produire? Mettons, combien d'eau, de sucre ça prend pour une production comme ça? Ben, pour notre meilleur résultat, dans le fond, le 4e, on a pris 7,90 grammes de sucre pour 500 ml d'eau. Puis comme notre dernière photo, notre 4e essai, ça nous a donné à peu près 20 ml sur le bécher de sirop un peu caramel plus. Là.
Fait que juste assez pour faire, mettons, un suçon, là. Ouais. Puis dans le fond, là, vous l'avez approché comme la méthode scientifique, donc en faisant plusieurs essais, en essayant différentes concentrations de sucre. Mais vous saviez que en cuisine, en restauration, on fait souvent ça pour faire du caramel. Ouais, on le savait, puis on voulait voir plus avec juste du sucre si on était capable de faire notre propre sirop artificiel. Fait que dans le fond, avec les résultats de vos recherches, vous pourriez, mettons, faire la meilleure recette pour faire un beau caramel à la maison que tout le monde pourrait faire dans son chaudron. Ouais, mais on pourrait faire ça. Puis pour de vrai, ça a vraiment le goût du caramel. Puis si on aurait voulu améliorer, on aurait peut-être bien pu rajouter une essence d'érable ou la cassonade. Un peu de vanille ou peu importe. Du goût du vrai sirop, là. Bien, c'est génial. Puis est-ce que ça vous a donné envie, les gars, de continuer au niveau de la méthode scientifique ou de refaire peut-être un autre projet, peut-être pas au secondaire ou peut-être, ou au collégial? Ben oui, comme là, au début, on voulait faire avec ça, notre petite bouilleuse. Ben là, peut-être bien, on n'a pas eu le temps de la faire entre le début et aujourd'hui. Et peut-être bien qu'il y a une autre année, ben, l'année prochaine ou plus tard, on va peut-être bien revenir la présenter elle-même. En tout cas, les gars, félicitations pour le temps que vous avez mis, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de temps là-dessus. Je vous souhaite que vos esprits continuent de bouillir, puis que vous continuez à nous surprendre. Puis, à la limite, j'attends votre meilleure recette. Mais là, je comprends qu'avec à peu près 8 grammes de sucre puis 2 tasses d'eau, je fais du bon caramel. Alors, je me retrouve devant un kiosque qui parle de douance intellectuelle. Je suis en compagnie de Florence Genet, donc qui présente son projet aujourd'hui à Expo Science. Florence, tu es étudiante au secondaire, au PEI, ici à la Polyvalente de Thetford. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet-là, donc 1001 connexions, la douance intellectuelle? Moi, dans le fond, j'ai eu une confirmation de douance il y a quelques années. Puis j'ai toujours senti un sentiment de décalage avec les autres. Fait que c'est vraiment comme je me sentais différente. Ma façon de penser n'était pas pareille. Puis tout allait comme plus vite dans mon cerveau. Fait que je voulais vraiment comprendre c'est quoi qu'il y avait de différent au niveau biologique pour que je sois comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des recherches sur ça pour mon projet. Donc, le résultat de tes recherches t'ont permis d'en faire une présentation aujourd'hui à l'Expo Science. Est-ce que tu as trouvé un moyen de vulgariser un peu ce qu'est la douance pour tous ceux et celles qui viennent te voir? Bien, pour les élèves plus du primaire, j'ai vraiment utilisé un jeu avec des mythes reliés à la douance, puis pour vraiment les aider à mieux le comprendre parce que c'est assez compliqué là, parce que je parle vraiment les parties du cerveau puis comment que ça fonctionne, fait que c'est plus compliqué pour des élèves de plus jeunes là, fait que j'ai vraiment essayé d'utiliser un peu d'humour aussi dans ma présentation pour essayer que ça soit plus atteignable, mettons, pour tout le monde là. Fait que ça fait partie un peu de l'objectif aussi de la science, hein, de réussir à vulgariser pour la majorité de la population. Est-ce que c'était ton premier projet de recherche dans ton parcours scolaire? Oui, c'était pas mal mon premier projet de recherche. Est-ce que ça te donne envie d'en faire d'autres dans le futur? Oui, j'ai vraiment aimé ça. J'aime vraiment le niveau biologique des humains. Je trouve vraiment que c'est intéressant de comprendre comment on fonctionne. Fait que ça m'a vraiment... Surtout, moi, que je trouve que je fonctionne différemment puis je comprenais pas trop. J'ai vraiment aimé ça de faire un projet là-dessus puis de faire plein de recherches pour comprendre. Puis ça m'a vraiment permis de mieux me comprendre. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Bien, écoute, bravo pour ton initiative là, de se lancer là-dessus. Ça prend des gens comme toi qui, justement, permettent de vulgariser pour du monde qui ne savent pas trop ce qu'est la douance. Donc, bravo pour ta participation. Puis je te souhaite surtout de continuer à être là aussi pour les gens, puis à continuer d'approfondir ta compréhension aussi de ce qui se passe dans ta tête puis dans la tête des autres. Merci.
Merci, Florence. Alors, évidemment, une expo science, ça ne prend pas que des cerveaux en ébullition, ça ne prend pas que des jeunes qui sont motivés, ça prend aussi des gens pour l'organiser. Alors, je suis en présence donc des 3 organisatrices donc, de cet événement. D'abord, Bérénice, toi, tu es enseignante ici au Cégep de Thetford. Est-ce que c'était ta première expérience d'organisation d'une expo science? Écoute, c'est ma 4e expérience, sauf que la première s'est tenue le 12 mars 2020. Donc, on n'a pas eu un grand succès cette année-là. Tout a été annulé. Puis ensuite, on a eu 2 éditions en virtuel. Donc, officiellement, c'est vraiment ma première expérience en live, en vrai, avec des belles personnes. Ouais. À ta droite, bien, on a Mélanie Bélanger, donc bien identifiée, de la polyvalente de Thetford. Ton rôle dans toute cette belle organisation-là? D'abord, m'occuper des jeunes, m'occuper des équipes, gérer mon petit train-train avec mes jeunes, puis aller chercher aussi dans les autres polyvalentes d'autres collègues qui ont collaboré aussi cette année. Puis en marge aussi, travailler avec Bérénice. C'est notre 4e année, donc on travaille ensemble pour l'organisation. Mais on est accueillis par le Cégep, c'est parfait. Puis on a aussi Cantu Pang, donc, qui est conseillère pédagogique donc, pour la CSA. Toi, Cantu, ton rôle principal à jouer dans cette belle organisation-là? Bien, moi, c'est ça, en étant conseillère pédagogique des sciences au service éducatif, bien, c'était le rôle de coordonnatrice avec les 3 polyvalentes. Travailler de concert avec Bérénice puis le Cégep, c'était génial. Puis on a tellement du beau monde impliqué, de cœur, puis de voir les élèves grandir à travers ça. Fait que coordinatrice. Fait que ça n'a pas été trop difficile de trouver des jeunes qui avaient envie de s'impliquer, là, parce que des fois, c'est un peu ça la difficulté, parce que ça demande quand même beaucoup de temps de préparation, de rencontres pour ces étudiants-là, pour ces étudiantes-là. Mais pour avoir autant de kiosques aujourd'hui, ça a-tu été ardu? Vous avez dû négocier un peu? C'est dommage qu'on commence par moi, parce que ma réponse est on a triché un peu. Ben, moi, j'ai des groupes aussi actuellement, donc c'est facile pour moi d'aller recruter auprès de mes groupes. Puis également, ben j'ai inclus dans certaines portions de mes cours des livrables qui sont demandés dans le cadre d'Expo Science. Fait que maintenant, il reste juste à le présenter. Fait que à ce moment-là, c'est plus facile de les encourager puis de les convaincre. De la même façon, on a un groupe complet en technique de minéralogie là aussi qui ont fait les livrables dans le cadre d'un cours. Donc, ça valait des points, des crédits scolaires. Mais le plus d'être ici, ben c'était juste une bonification. Fait que c'est sûr que ça nous a donné un petit coup de pouce pour avoir plus de groupes. On a quand même quelques projets volontaires, là, des vrais passionnés de la science. Pas que les autres sont moins vrais, mais des mordus qui avaient une idée, un intérêt personnel dans un cadre parascolaire qui ont développé leur projet. J'aurais envie de te poser une dernière question, Cantu. Ton esprit scientifique, donc ton affiliation avec Expo Science, est-ce que tu as déjà participé à une Expo Science dans ton passage là, scolaire? Non, malheureusement, mais j'ai tout le temps été en admiration, pour vrai, pour des élèves qui se dépassent, là, déjà d'être ici, puis de présenter ça à des adultes, à des enseignants, après le public ce soir. Puis, mais ils sont coachés par des gens incroyables, tu sais, enseignants, TTP et tout ça, là, c'est beau, puis ils sont super bien accompagnés, fait que, tu sais, puis ils préparent leur futur, c'est ce qui est beau aussi, là, fait que c'est ce qu'on garde aussi comme essence aussi d'Expo Science, ce futur est cégep, université, mais aussi métier. Fait que je trouve que c'est juste semer des graines, là. Fait que, ouais, voilà. Mais parlant de ça, il y a des suites à ça. Il y a d'autres projets qui s'en viennent au niveau des sciences. J'ai ouï dire qu'il y avait un beau projet qui s'en venait aussi au mois de mars. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, bien, Cantu a toujours plein de projets sur la table. Donc, on offre aussi à la commission scolaire ici, au centre de services scolaires plutôt, une compétition de robotique. En fait, ça date de la commission scolaire avant. Ça a pris de l'ampleur beaucoup. On est rendu à 89 équipes à peu près. Du primaire, puis plusieurs équipes du secondaire aussi. Fait que ça aussi, ça prend de l'ampleur à chaque année. Puis ça permet chez les jeunes de développer d'autres compétences. C'est pas nécessairement la même clientèle qu'on va aller toucher. Ce sont des jeunes plus techno, programmation, construction. Fait qu'on couvre vraiment très, très large ici pour l'offre scientifique technologique. Génial. Puis j'imagine que c'est une activité qui est ouverte au public, un peu comme la journée d'aujourd'hui au niveau d'Expo Science, plus ou moins?
On va faire un live, donc un live au courant de la journée. Fait que cette année, on est vraiment en présentiel, enfin. Et donc, les 85 équipes vont être ici à la salle Bingo. Encore une fois, une super de belle collaboration avec le Cégep, là, ça, faut le dire. On fait partie des chanceux, je pense, dans la province, d'avoir une belle collaboration, Centre de service scolaire des Appalaches avec le Cégep. Fait que c'est un autre beau projet à venir. Mais ça va être un live, parce que c'est ça, on est quand même 85 équipes avec les accompagnateurs. Ça fait à peu près 250 personnes. Fait que les parents, on verra. Là. Mais ça va être sur le live. Parfait. Donc, comme c'est live, ça se passe quand, cette activité-là de concours de robotique? Dans 3 semaines. Donc, on va aller dormir un peu, puis on va revenir. Donc, 21 mars, mardi le 21 mars 2023, toute la journée. Un paquet de petits curieux qui débarquent avec leur petite voiture puis qui nous en mettent plein la vue. Bien, on a bien hâte de voir ça, puis on partagera les informations au niveau de la TV, donc pour le lien live, là, pour que tout le monde puisse le voir. Je vais terminer avec Bérénice, parce que je veux te féliciter de ton travail ici au sein du Cégep. J'ai une dernière petite question. L'Expo Science, l'année prochaine, ça va se tenir encore ici, puis j'imagine? Bien, c'est ce qu'on souhaite ardemment. Il faut. Puis on espère que ça grandisse, que ça fasse des petits, puis qu'on mousse encore plus les inscriptions aussi, qu'on motive les jeunes à exposer, à partager leur passion. C'est vraiment ça l'idée. Puis tu sais, il y a tout le volet éducation du public aussi qu'on est en train de vivre là, par la présence des groupes scolaires qui étaient là tout à l'heure, par la présence des groupes du Cégep, puis du public un peu plus tard tout à l'heure. Ouais. En tout cas, je salue votre implication parce que ça fait aussi partie de ça. Le monde scientifique, c'est de la vulgarisation, c'est d'amener les gens à s'intéresser pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Fait que sans vous, ça serait plus difficile. Fait que bravo à vous trois pour cette belle activité. Messieurs, dames, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite évidemment une belle journée, mais posez-vous les questions. Hein? Demandez-vous pourquoi les vaches ne peuvent pas descendre des escaliers. Il y a une explication. Oui, je vous la raconterai peut-être là, dans une prochaine émission. Mais pour l'instant, je vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis je vous souhaite une belle journée.